18h13 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On a été rejoint par Alain Bauer. Bonsoir. Bonsoir. Cher Alain, spécialiste des questions internationales. Votre livre, c'est Trump, le pouvoir des mots. Alors, ça ne pouvait pas mieux tomber aujourd'hui, où il nous annonce une civilisation entière qui peut disparaître. Il faut faire le tri, évidemment, entre ce que dit le président, sa rhétorique, et ce qui se passe réellement sur le terrain. Mais néanmoins, là, on est dans une forme d'escalade, en tout cas verbale, qui n'a jamais été atteinte et qui se double visiblement par des frappes extrêmement intenses sur le terrain. On va voir ça dans un instant. D'abord, Trump dit ce qu'il fait ce qu'il dit, et il a plusieurs langages adaptés à chaque secteur auquel il veut s'adresser. Donc, pour l'instant, on ne l'a jamais pris en flagrant. Il a fait bien pire en termes d'insultes, de grossièreté pendant la campagne électorale, entre les deux campagnes, quand il a perdu l'élection et quand il était en campagne pour la regagner. Non, c'est un spécialiste de l'hyperbole en tout. On est d'accord. Il y a un deuxième Trump. Je faisais au début de cette deuxième opération contre l'Iran, vous avez eu un Trump casquette blanche, très posé, tout scripté. Un Trump casquette rouge, un peu plus lâché. Et puis Donc il y a un code couleur, en fait, sur les casquettes. Exactement. On regarde la couleur de la casquette. Voilà. Et en fait, vous vous demandez pour qui il parle. Et alors, je regardais quelles étaient les évolutions dans l'opinion. Et en fait, il parle à des catégories très précises de la population. Chez les MAGA, par exemple, il a obtenu, selon un sondage Financial Times de la semaine dernière, qui comportait jusqu'au 31 mars, donc c'est très récent, il obtient 75% de soutien. Donc il a regagné le cœur de son électorat. Pas un soutien dans les médias, un soutien à la guerre. Sur les républicains non MAGA, ce qui est quand même un gros morceau de l'électorat, 65%. Ensuite, il est en déficit partout ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il parle à son électorat sur une posture extrêmement simple, qui est, régler le problème de l'humiliation de 1979, la prise de l'ambassade des États-Unis à Téhéran par les futurs gardiens de la Révolution et les futurs Basidj, parce que c'est l'émergence de ça. D'ailleurs, la plupart de ceux qui étaient là sont aujourd'hui au cœur du pouvoir iranien. Et donc, il y a plusieurs Trump parlant à plusieurs publics. Nous sommes le seul public qui se limite à l'agitation trumpienne sans regarder la réalité. Oui. Vous avez raison, pendant qu'il dit... Civilisation entière qui disparaît, qu'est-ce que nous, il faut qu'on comprenne alors dans tout ça Ce qu'il est en train de faire, là, vous avez eu aujourd'hui des frappes extrêmement puissantes sur un certain nombre d'équipements principaux iraniens. Alors, la plupart sont à usage double. Vous savez, ils sont à la fois militaro-civils. C'est très compliqué de faire le tri. Et souvent, on s'étonne en disant « Ah, un pont, oui, un pont, ça permet de faire passer des voitures et des chars. Une centrale électrique, la plupart des équipements militaires de recherche iraniens sont placés à côté ou en dessous d'équipements électriques, car ça nécessite beaucoup d'énergie. Enfin, on se rend compte peu à peu qu'il y a effectivement beaucoup de dégâts civils, mais que tout est hybride dans la logique de construction iranienne, en tout cas depuis la fin de la guerre Iran-Irak, c'est pas depuis 79. Beaucoup de gens disent ça fait 50 ans, c'est inexact. Mais ça fait environ 40 ans et 20 ans qu'il se prépare à cette guerre-là. Ça s'appelle la défense mosaïque, qui a été pensée par M. Jafari, qui est toujours présent, qui est un des penseurs de la stratégie militaire iranienne et qui a été l'ancien commandant des gardiens de la Révolution et qui a pensé, imaginé, doctriné la guerre à venir avec Israël et les États-Unis. Alors, on va d'abord faire le point sur ces frappes qui ont touché en Iran plusieurs sites. Et puis après, on verra ces images impressionnantes de chaînes humaines sur les ponts qui seront ciblés par l'aviation américaine. D'abord, Pauline Trefner est avec nous. Quels sont les sites qui ont été touchés en Iran ? Expliquez-nous, Pauline. Bonsoir. Oui, Laurence, à quelques heures de l'ultimatum de Donald Trump, aucun signe d'apaisement dans la région. Le président des États-Unis vient d'affirmer qu'une civilisation entière allait mourir ce soir. J.D. Vance se veut aussi menaçant que Donald Trump. Le vice-président des États-Unis a affirmé « Nous avons des outils à notre disposition que nous n'avons jusqu'à présent pas décidé d'utiliser ». Et en réalité, des frappes américano-israéliennes ont déjà été menées aujourd'hui avant l'heure limite de cet ultimatum, notamment contre l'île iranienne de Karg, point névralgique de l'industrie pétrolière iranienne, là où est exporté 90% de leur pétrole. La région autour de Téhéran a aussi été ciblée par des frappes. 2 ponts ont été touchés au sud de Téhéran, dont un à Kashan et un autre près de la ville sainte de Qom. Parallèlement, le régime des Mollahs appelle la population à former des chaînes humaines autour
autour des centrales électriques du pays, car ces centrales figurent dans la liste des prochaines cibles de Donald Trump. Une situation extrêmement tendue qui implique toute la région. En représailles, dans l'est de l'Arabie saoudite, le complexe pétrochimique de Jubail a été touché. Cette fois en Israël, principal allié des États-Unis. Des sirènes ont encore retenti ce mardi dans plusieurs quartiers de Tel Aviv. Merci beaucoup Pauline Trezner. On voit évidemment que la tension monte, Pauline Ragnel. Il y a aussi cette marée humaine sur certains ponts, des Iraniens qui brandissent des drapeaux iraniens, qui ont déployé un immense pont. Alors, ce sont des images de propagande iranienne. Est-ce que c'est partout ou est-ce que c'est un seul pont? On verra. On parle aussi d'amasser des personnes autour des centrales électriques. C'est une des stratégies, une des tactiques du régime iranien, évidemment. Bien sûr, là c'est une bataille de communication pour essayer de montrer que, évidemment, l'état-major américain ne va pas décider de cibler, de frapper un pont sur lequel sont des civils. Même on aperçoit, je crois, des jeunes filles, donc des enfants. Oui. Et l'ONU rappelle que cibler des infrastructures civiles est un crime de guerre, voilà. Évidemment. Ils savent très bien ce qu'ils font, les Iraniens. Tout ça, c'est du domaine effectivement c'est de la communication, bataille de communication de part et d'autre. Moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est de se poser la question, qu'est-ce que véritablement Donald Trump peut faire cette nuit? La Maison-Blanche, on l'a dit, a écarté la possibilité d'envoi d'une bombe nucléaire. Honnêtement, il y avait peu de gens qui pensaient que la Maison-Blanche allait frapper. Oui, et la mieux de le dire. difficulté, c'est qu'en réalité, Donald Trump cherche une solution pour sortir de cette crise-là. Il cherche un gain. Manifestement, ce gain ne peut pas être un changement de régime. Ce gain ne peut pas être l'arrêt du programme nucléaire. Le seul gain qu'il cherche à obtenir, c'est la libre circulation dans le détroit d'Ormuz. Donc ce que beaucoup pensent, c'est que Donald Trump va frapper encore plus là où il frappait déjà. C'est-à-dire qu'il faisait des gros trous, il va faire des trous encore plus importants. Mais il faut quand même avoir en tête que d'autres acteurs sont en train de faire pression sur Donald Trump. Ce sont les pays du Golfe. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que depuis que les États-Unis commencent à frapper les usines de désalinisation de l'eau de mer, eh bien l'Iran riposte et frappe aussi les usines de désalinisation de l'eau de mer de beaucoup de pays du Golfe. Certains ont une autonomie entre 5 et 10 jours d'eau potable, donc hors de question de rentrer dans cette question de la guerre de la soif. Donc je ne pense pas que Donald Trump continue de frapper ces usines-là. Et le deuxième sujet, ce sont les infrastructures pétrolifères et gazières. Au début du conflit, vous savez, quand on disait que ça allait durer 4 à 6 semaines, le temps de reconstruction estimé était de 1 à 2 mois. Aujourd'hui, quand vous parlez à des experts, ils vous expliquent que si on arrêtait la guerre maintenant, la reconstruction des infrastructures perdues aujourd'hui mettrait entre 1 an et demi, voire 2 ans. Et donc ça va avoir des conséquences économiques sur le long terme, qui sont déjà pour toute la région, mais aussi pour les Américains. Parce que contrairement à ce qu'a dit Donald Trump la semaine dernière, il y a un impact des produits dérivés du pétrole, du commerce maritime mondial, dans le portefeuille de l'électeur américain. Et c'est ça le problème politique pour Donald Trump. Bien sûr. Il faut reprendre dans un instant, mais on part aux États-Unis rejoindre notre correspondant Ramzi Malouki. On a tous en tête, évidemment, Ramzi, bonsoir, ces propos de Donald Trump, une civilisation entière va disparaître ce soir. En même temps, il y a ce démenti, fort heureusement, de la Maison-Blanche, que l'arme nucléaire ne soit utilisée. Où est le juste milieu, selon vous, Ramzi? Bonsoir. Bonsoir, Laurence. Vous savez, il faut bien se dire une chose, c'est que ce tweet, ce post sur Truth Social, en fait, il s'adresse pas du tout aux Américains, il s'adresse aux Iraniens et il s'adresse aussi aux pays à l'étranger, en dehors des États-Unis, parce qu'ici, en fait, on ne pense pas du tout à cette histoire de civilisation effacée. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la majorité des Américains, dans les livres d'histoire, n'étudient pas du tout l'histoire de la Perse. Donc, en fait, ça s'adresse aux étrangers. Depuis ce matin, vous savez ce que font les Américains quand ils regardent les médias? Ils ne parlent que de l'économie, de l'impact économique de cette guerre. On regarde le flux du baril, comment il va évoluer. On regarde les prix à la pompe. On fait le tour des États-Unis pour voir si le gazole a augmenté. On parle aux marins-pêcheurs qui sont restés à quai. On parle aux transporteurs routiers qui ont diminué le trafic. Donc vous voyez, c'est un peu l'impact économique qui est mis en avant, pardonnez-moi, ici aux États-Unis, parce que quelque part, cette guerre et ce détroit d'Ormuz, même si on le sait, je veux dire, ça ne concerne qu'une partie du pétrole américain, ce détroit d'Ormuz est important sur les conséquences économiques ici aux États-Unis. Et quand ça touche le portefeuille de l'Américain, et on ne parle pas de l'Américain de New York ou de Los Angeles, on parle de l'Américain dans le Midwest, dans le sud des États-Unis, celui qui conduit un pick-up, celui qui fait de grandes distances pour aller travailler
foyer qui a de faibles revenus. C'est lui qui est impacté et c'est à lui aujourd'hui que les médias s'adressent. Je pense que Donald Trump, en fait, cherche absolument, comme vous le disiez il y a un instant, une porte de sortie diplomatique, la dernière fenêtre de sortie. Il faut bien comprendre une chose, c'est que J.D. Vance, qui est en Hongrie en ce moment, peut-être qu'il a un ton menaçant, mais en même temps, il garde un optimisme affiché en disant on est en train de négocier jusqu'à la dernière minute. Donc, le nucléaire, franchement, à part Marc Carney au Canada qui dit attention, Donald Trump, choisissez vos mots. Non, personne ne parle ici d'une éventuelle guerre nucléaire. Heureusement. Merci beaucoup, Ramzi Malouki, de ces explications. François Coq, rapidement, et Alain Bauer, qui connaît bien les États-Unis. Il ne faut pas balayer d'un revers de main l'emploi du terme « une civilisation va mourir » parce que c'est une nouvelle étape qui est franchie et je rappelle que l'inverse de la civilisation, c'est la barbarie. Donc à partir du moment où on banaliserait l'emploi de ces termes-là, on serait sur une pente extrêmement dangereuse. Après, il ne faut pas croire que ce qui va se passer cette nuit à 1h du matin au moment où l'ultimatum va prendre fin, ça va être du tout ou rien. Moi, j'en veux pour preuve le fait que, justement, les Américains ont commencé à bombarder beaucoup plus fort aujourd'hui certains sites stratégiques. Ça participe du narratif qui va être créé au moment de la fin de l'ultimatum. Et puisqu'il y a une porte de sortie à chercher, les Américains ne peuvent jouer que sur 3 aspects. Soit le détroit d'Ormuz, le régime iranien, et le troisième, c'est l'île de Karg. Si on regarde le régime iranien, et si on écoute J.D. Vance, il nous dit que le régime a déjà changé. Donc d'une certaine manière, les Américains préparent à l'idée que ce changement de régime, tout limité qu'il soit, a déjà eu lieu. Sur le détroit d'Ormuz, il y a une offre de négociation qui a maintenant été mise sur la table par les Iraniens, dans lesquelles il y a une proposition qui est faite. On verra dans quelle mesure les Américains s'en saisissent ou pas. Et le troisième, c'est l'île de Karg. Les Américains envisageaient de se projeter sur l'île de Karg. C'est un petit peu ambitieux vu qu'elle est à portée de tir extrêmement proche de l'Iran. Je note qu'ils ont tiré sur les installations militaires, mais qu'ils ont bien pris soin de laisser les installations pétrolifères qui sont extrêmement importantes sur cette île intactes. Alain Bauer, sur les sites qui ont été choisis pour les frappes aujourd'hui, infrastructures, effectivement, on l'a dit, militaires. On a aussi ces ponts sur lesquels on voit ces marées humaines d'Iraniens avec des drapeaux. Tout ça, rien n'est laissé au hasard, de part et d'autre. C'est une guerre... Alors, chaîne humaine, oui, marée humaine, je les cherche. Il y a des images de propagande, vous avez raison. Oui, non, il faut être très attentif parce que vous voyez des dizaines de personnes et un immense drapeau au milieu. La marée, elle est peut-être là. Il y a des choix particuliers. Je rappelle qu'il y a 15 à 20% de la population iranienne qui vit du régime, qui est dans le régime et qui a tout intérêt à sauver le régime. Il faut voir où sont les autres. Par exemple, les Américains ou les Israéliens vous disent qu'ils reçoivent des centaines d'informations pour des frappes ciblées venues de citoyens entre guillemets ordinaires, expliquant qu'en bas de chez eux, il y a une tente avec un commandant des gardiens de la Révolution ou quelqu'un qui s'est déguisé et qui pourrait en profiter peut-être pour le liquider. Donc la vision de la marée humaine, voilà, on a dit par exemple que l'autre jour, il y avait un immense concert sur un pont, c'était des images de synthèse fabriquées par l'intelligence. Enfin, l'ONU nous dit, attention, c'est un crime de guerre si vous tapez un pont. Oui, mais ça n'est pas vrai. Ah, oui, mais c'est pas vrai, mais c'est ce que dit l'ONU. Le crime de guerre, c'est voilà ce qui est interdit, sauf si, quoique, faut voir, et on en rediscute, à cause de l'hybridité des installations, à cause du mélange permanent entre civils et militaires depuis des années. Le Hamas faisait la même chose, le Hezbollah faisait la même chose. C'est une tradition. Et ça, d'ailleurs, ça pose des problèmes majeurs, à tel point d'ailleurs qu'on a très peu de poursuites pour crimes de guerre et que par ailleurs, même s'ils existaient, par exemple, les États-Unis ne sont pas signataires, pas plus qu'Israël, de la CPI et qu'on verra bien ce qu'il en est. Mais au-delà de ça, il y a une partie de la population iranienne qui est mobilisée pour défendre le régime. Elle en vit. Quand vous avez 400 000 Bassidj plus Passe d'Aran, ils ont des familles et eux, ils ont tout intérêt à ce que ça ne s'effondre pas. Le deuxième sujet, moi je crois qu'il y aura une montée en puissance parce qu'il y a un indicateur qui est l'attaque iranienne sur Dubaï. Dubaï dont on a parlé rapidement, mais c'est le plus grand centre pétrochimique du monde. Alors, c'est pas de l'eau, mais c'est tout ce qui est plastique, chimie, etc. La pétrochimie est là. Et donc, ce sont des dommages qui vont durer effectivement entre 1 et 4 ans. C'est le cas, par exemple, pour le gaz naturel liquéfié au Qatar. Tout le monde a bien compris que les destructions, c'est pas 8 jours et on répare. Alors, l'île de Karg, par ailleurs, c'est une station-service. C'est pas un gisement de pétrole. Ça se répare comme n'importe quoi d'autre. Mais tous les éléments cumulés amènent des destructions suffisamment importante pour mettre en danger l'ensemble de l'économie, à la fois locale et mondiale. Et en fait, il y a un débat aujourd'hui entre ceux qui veulent une victoire à la Pyrrhus, je gagne mais j'ai tellement perdu que ça vaut plus la peine, et ceux qui veulent faire le syndrome de Masada, je perds mais tout le monde perd.
Et les deux jouent à ça. C'est-à-dire que d'habitude, on a escalade pour la désescalade à la russe. Là, on a escalade pour l'escalade. Et vraiment, on est dans ce concept où les deux se parlent, plus les Israéliens et les Iraniens, d'ailleurs, les Américains étant un peu au centre du jeu. Je suis d'accord pour dire que Donald Trump veut sortir de cette crise. Il y a aujourd'hui une élection très importante qui est le remplacement de Marjorie Taylor Greene. C'est une élection locale à la Chambre des représentants, mais qui est un indicateur, parce que les Républicains ont perdu des sièges imperdables depuis déjà 3 mois, depuis les midterms, les espèces de demi-élections annuelles. Et donc là, il y a un enjeu pour savoir s'il pourrait perdre aussi ce siège. Donald Trump a perdu le siège de Mar-a-Lago. Ce qui n'a pas amélioré son image. Donc il y a un enjeu là qui est effectivement le prix du gallon, c'est-à-dire les presque 4 litres qui font vivre les pick-up, de cette Amérique d'entre les marges qui est le cœur de l'électorat de Donald Trump. Et on va voir s'ils sont plus revanchards sur la guerre que combien... Je regarde ma facture de fin du mois. Rapidement, Guillaume Perrault, après on part en Israël. Oui, en effet, moi aussi, je suis frappé par la modestie des foules qu'on voit sur les ponts. Oui, vous avez raison. En tout cas, l'image que le régime... Non, mais il faut oublier foule humaine, effectivement. Le régime lui-même met en avant, en fait, sa faible capacité de mobilisation pour le moment. Parce qu'il n'y a pas grand monde, puis il y a peut-être une centaine de personnes. Oui. Ça indique plutôt que les gens disposés à prendre des risques physiques pour le régime aujourd'hui sont peu nombreux et qu'il y a un attentisme de la grande majorité de la population. Image de propagande, quoi qu'il en soit. On va rejoindre en Israël Jérôme Pantenou et Sacha Robin. Bonsoir à tous les deux. On a beaucoup parlé des frappes américaines, mais beaucoup de frappes israéliennes aujourd'hui. C'est bien cela, Jérôme ? Oui, vous en parliez des frappes sur ces fameux ponts de voies ferrées, sur des routes aussi. Alors Israël avait prévenu qu'ils allaient frapper ces voies ferrées, ces moyens de déplacer l'armement pour l'Iran. Ils avaient prévenu la population de ne pas prendre le train aujourd'hui, de ne pas se diriger vers des gares. Donc il y a eu 8 sites qui ont été touchés, des sites important, bien sûr. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des tirs vers l'Iran, automatiquement, l'Iran réplique. Et là, en moins d'une heure, on a déjà eu 3 alertes sur Tel Aviv, alors que la journée avait été plutôt calme. C'est l'équivalent de 3 à 4 missiles qui ont été envoyés. Ici, la population s'inquiète beaucoup de ce qui va se passer dans la nuit. Effectivement, Jérôme, parce que les mots de Donald Trump ne passent absolument pas inasperçus en Israël. Ils savent très bien, les Israéliens, que s'il y a des bombardements sur l'Iran, c'est eux qui sont aux premières loges pour les ripostes. Oui, effectivement, Laurence, vous avez raison. C'est Israël qui est aux premières loges. Les missiles pleuvent régulièrement ici. On le voit, les dernières déclarations de Donald Trump, il y a 3 jours, dans la foulée, dans la nuit et en fin de matinée, c'est 10 missiles qui ont été lancés rien que sur la zone de Tel Aviv et le centre, alors que le nord prend des missiles très régulièrement. Les alertes sont quasiment toutes les 2 heures, car il y a l'Iran et le Hezbollah aussi qui envoie des roquettes depuis le Liban. Donc ici, on est très inquiet de la fin de cet ultimatum. On a pu discuter avec des personnes dans l'abri. Nous sommes descendus tout à l'heure avec Sacha. Ils nous disent on ne sait pas comment ça va se passer, mais ça risque d'être une nuit assez terrible ici. Merci beaucoup et bon courage à vous, Jérôme Pantenou et Sacha Robin, en direct depuis Israël. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 nous a rejoint. Bonsoir Arthur. Bonsoir Laurent. Bonsoir. On en sait un peu plus sur les conditions de libération de Cécile Collère et Jacques Paris. Vous avez eu un débriefing, c'est bien ça ? Exactement, de la part de l'Élysée. Alors, ce que l'Élysée nous confirme, c'est donc qu'ils se trouvent en ce moment même en Azerbaïdjan et qu'ils arriveront demain. Pas d'heure précise à l'heure actuelle. L'Élysée ne préfère pas s'avancer. L'Élysée insiste sur l'implication au plus haut niveau de l'État et notamment d'Emmanuel Macron depuis le début de négociations. Il parle de négociations longues qui durent maintenant depuis le début de la détention des 2 otages. Sur le rôle, sur le deal qui aurait pu être conclu, en tout cas ce qu'annoncent les Iraniens, ce qu'annonce Téhéran avec la libération de Madieh Esfandiari, en échange de la libération de nos 2 otages français, l'Élysée indique ni infirmer ni confirmer cet éventuel échange. Qui est cet homme-là dont vous parlez ? Alors, c'est une femme qui est une activiste ici. Exactement, jugée pour apologie du terrorisme et qui a été condamnée en première instance, mais qui a fait appel. Et l'Élysée indique que la justice en France étant indépendante, ne confirme pas en tout cas qu'il y aurait eu un deal à ce niveau-là. Bon, Alain Bauer, les dessous des cartes de cette libération de Cécile Collère et Jacques Paris,
Alors, On les aura un jour ou pas? C'est plusieurs évolutions diplomatiques. D'abord, nos relations avec l'Azerbaïdjan étaient particulièrement mauvaises. Je rappelle qu'il y a un troisième otage. Il y en a un en Azerbaïdjan, un agent de l'ambassade, on va dire, comme ça, qui s'était fait interpeller pour des raisons diverses et qui était une tension entre la France et l'Azerbaïdjan sur la question de l'Arménie et du Haut-Karabakh, un vieux sujet de tension, que la France a donné des signes de bonne volonté en ne participant pas au vote du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la motion des pays du Golfe demandant une intervention de l'ONU pour libérer le détroit d'Ormuz. Alors que la France ait voté ou pas n'aurait rien changé puisque la Chine et la Russie avaient déjà décidé d'émettre leur veto. Mais les signaux qui ont été envoyés sont de la réelle politique. Alors pour une fois que la France fait de la réelle politique et qu'elle donne des résultats, on ne va pas se plaindre, notamment pour ces deux otages-là, car ce sont bien des otages. Ça serait bien que le troisième profite de l'avion pour éventuellement revenir. Ce n'est pas totalement celui qui est à Bakou, il faut le souhaiter. Et le fait que quelques missiles iraniens soient tombés en Azerbaïdjan autour du pipeline qui permet de transiter une partie du pétrole hors du détroit était un élément qui a à la fois amené l'Azerbaïdjan à se rendre compte de sa propre vulnérabilité, de se rapprocher d'un certain nombre de gens qui n'étaient pas toujours ses amis, car au bout d'un moment, les ennemis de vos ennemis peuvent aussi devenir vos amis. Ça ne marche pas toujours, mais il vaut mieux avoir de puissants alliés que de mauvais ennemis. On est d'accord. Arthur Delaborde, est-ce qu'on sait comment ils vont rentrer? Est-ce que c'est un avion de la République française, un jet privé? On sait comment ils rentrent? Alors ça, l'Élysée n'a pas donné de détails là-dessus. Sur la route qu'ils ont empruntée, on indique simplement que c'était la route la plus sûre, que en réalité, cette annonce du président de la République aux alentours de 15h20 sur les réseaux sociaux est intervenue quelques minutes après qu'ils aient franchi la frontière. Oui. Ils sont en sécurité. Voilà, avec une volonté de ne pas faire capoter les choses, de provoquer un changement de position de Téhéran au dernier moment. Louis Dragnel, évidemment, l'Élysée va exploiter ça en faveur du président. C'est lui qui a joué un rôle prééminent pour cette libération, tant mieux, et bravo. Non, mais ce qu'on peut dire, même on peut l'affirmer, c'est qu'il y a énormément d'acteurs de l'État français qui sont intervenus dans ces négociations. Ce qui est vrai aussi, c'est que ça fait des années, effectivement, enfin depuis le début, que l'Élysée suit ça de très près. Il y a les services de renseignement français en lien avec l'ambassade sur place. Il y a eu beaucoup d'effectifs quand même mobilisés à la fois dans les négociations. Il y avait effectivement, Arthur Delaborde l'a rappelé, en parallèle la négociation avec l'activiste iranienne. Donc il y a eu des sujets juridiques qui ont fait l'objet de discussions. C'est pas des discussions simples d'obtenir la libération contre une décision de la justice française. Enfin, là, on ne comprendrait pas comment quelqu'un qui est condamné peut être... Ce sont des sujets qui ne sont pas simples, d'autant plus que c'est un pays avec lequel nos relations sont par définition extrêmement compliquées. C'est un pays qui fait l'objet de sanctions depuis des années. Mais il y a des choses qui sont... dans lesquelles nous avons une ambassade quand même. Vous pouvez remarquer qu'à Paris, par exemple, l'ambassadeur n'a pas été convoqué. Alors que dans combien de capitales européennes il a été renvoyé, l'ambassadeur? Je n'ai pas fait le compte. Je pense une petite dizaine. En tout cas, voilà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que il y a très peu de pays qui sont capables de faire ce type de négociations. Pour pouvoir faire ces négociations, il faut avoir une diplomatie puissante. Et dans la région, ce qui est vrai, c'est que la France a toujours envoyé des ambassadeurs, des diplomates qui étaient quand même des gens de bon Je vois que Naïma Mfadel réagit beaucoup. Mais non, c'est pas ça. Vous voulez qu'on parle qu'avec des amis? On peut se réjouir. La diplomatie, c'est de parler avec tout le monde. Alors, Naïma, allez-y. Oui, mais je pense qu'on cède beaucoup trop de choses. Ça veut dire que malheureusement, nous n'avons plus le pouvoir, enfin la France n'a plus le pouvoir qu'elle avait auparavant et qu'on est acculé. Et moi, je voudrais aussi voir avec vous, Alain, mais moi... Enfin, je suis extrêmement Vous allez poser la question, puis on aura la réponse après la pause. Allez-y, on va faire un gros teasing. Par exemple, je suis extrêmement choquée, moi, que effectivement la France, comme un seul homme avec la Chine et la Russie, n'ait pas voté pour justement libérer le détroit d'Ormuz à la demande du Bahreïn, avec le soutien de la Ligue arabe. Donc ça remet en cause aussi tout ce lien avec les pays arabes et notamment la politique arabe de la France. Réponse d'Alain Bauer dans un instant, juste après la pause. Je remercie Arthur Delaborde. À tout de suite sur CNews et Europe 1.